Merci Valérie, bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. La Syrie a fini par présenter ses excuses à la Turquie après avoir tiré un obus sur le territoire turc qui a fait 5 victimes, 5 civils. Ankara a riposté par des bombardements sur le territoire syrien. Dans la foulée, le Parlement turc a adopté une motion autorisant l'armée à conduire des opérations militaires à l'extérieur du territoire turc. Alors ce n'est pas la première affaire du genre. On rappelle qu'en juin dernier, un avion turc avait été abattu par l'aviation syrienne. Y a-t-il aujourd'hui un risque de conflit entre les deux pays, conflit qui pourrait embraser toute la région? L'OTAN s'est également réunie en urgence mercredi soir. L'Alliance Atlantique peut-elle intervenir militairement en Syrie? On en parle ce soir avec Aitam Mana. Bonsoir. Vous êtes syrien, président du Comité national de coordination pour le changement démocratique à l'étranger, qui est une composante laïque de l'opposition. Donc vous n'êtes pas membre du CNS, qu'on comprenne bien les choses. Vous êtes contre toute intervention militaire et vous êtes pour un dialogue notamment avec la Russie. On en reparlera évidemment dans ce débat. Ali Kassansingil, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue turc, directeur de la revue géopolitique Anatolie, vice-président du comité France-Turquie et auteur de La Turquie, c'est aux éditions Le Cavalier. Avec nous, Katara Boudiab, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en géopolitique et enseignant en relations internationales à Paris Sud. Et on attend d'une minute à l'autre Pascal Boniface, qui est le directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de Comprendre le monde, manuel de relations internationales à l'usage des jeunes générations. Et c'est aux éditions Armand Collin. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le vice-premier ministre turc. Ce dernier incident est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La Turquie est un pays souverain. La Turquie a été attaquée et des civils sont morts. La loi internationale nous autorise à la riposte. Je veux que le monde sache que tout ce qui doit être fait sera fait. Ali Kassansingil, est-ce que vous croyez à un risque de conflit entre la Turquie et la Syrie? Est-ce que ça peut dégénérer selon vous? Je ne pense pas. Pas en tout cas à horizon prévisible. Parce que la Turquie est très prudente sur la Syrie. Vous savez, la Turquie, on se connaît très bien dans la région. La Turquie était très prudente sur l'Irak, sur la Syrie aussi, sur l'Iran aussi. Je veux dire, intervenir dans ces pays-là, c'est se mettre dans un bourbier inextricable. Donc il n'y aura pas de guerre turco-syrienne, mais il y aura beaucoup de tensions, bien sûr. Et surtout, aujourd'hui, la Turquie est un petit peu seule. C'est-à-dire que c'est un pays frontalier, intervient, aide les Syriens, reçoit 100 000 réfugiés et personne ne l'aide. L'OTAN fait des discours très sympathiques en disant « oui, on vous soutient » et tout ça ne font rien. Le Conseil de sécurité est paralysé et donc la Turquie ne va pas se lancer dans une aventure seule, bien sûr. Non, il n'y aura pas. Aitam Mana, vous êtes d'accord avec Ali Kassansingil? Il n'y aura pas vous ne pensez pas en tout cas qu'il y aura de conflit entre la Turquie et la Syrie? Je crois que le niveau actuel de conflit est déjà suffisant et grave pour les deux côtés. Et les autorités turques ne s'aventurent pas dans une guerre ou dans une confrontation plus grave. Tout ce qu'on entend, c'est pour l'usage interne, pas plus. Et les excuses syriens sont suffisantes. Je crois qu'ils ont fait le nécessaire. Même, ils ont proposé des récompense pour les victimes. Alors, vous ne pensez pas que c'était une provocation de la part du régime syrien, ou alors peut-être une volonté aussi de brouiller les cartes et qu'on s'intéresse peut-être un peu moins à ce qui se passe à l'intérieur du pays et un peu plus peut-être à ses frontières? Je crois qu'on doit se préparer à plusieurs accidents de ce genre. On a une frontière qui dépasse 850 km dans une région très sensible. On a des zones non contrôlés par les autorités syriennes et on a des groupes armés qui entrent tous les jours de la Turquie. On a tous les éléments pour qu'il y ait des accidents, entre deux guillemets, mais je crois que Erdogan n'a pas encore perdu la tête. Il a besoin d'un changement en Syrie. Sans la Syrie, il est coupé du monde arabe et surtout avec la confrontation politique actuelle qui est à son plus haut niveau avec l'Assad et il exige son départ tous les jours presque. Mais ça ne suffit pas pour que la Turquie s'aventure dans une guerre, dans un pays en guerre.
Il ne faut pas oublier qu'en Syrie, nous sommes en guerre depuis des mois maintenant. Oui. Et ce n'est pas Erdogan qui va s'aventurer. Qatar Abou Diab, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt du côté de Bachar el-Assad à ce que les regards se tournent à l'extérieur du pays aujourd'hui? Écoutez, je pense que le régime syrien a constaté que l'accident du 22 juin représentait un tournant dans l'affaire syrienne. Maintenant, on parle que lorsqu'on a abattu cet appareil turc à l'époque, que le signal est parti de la base ou de l'installation de la marine russe à Tartous. Et quoi qu'il en soit, pour la Turquie, c'était un revers. Dans la zone, on a vu la Turquie comme un phénomène sonore au lieu que ce soit une grande puissance régionale. Et c'est vrai par rapport à l'Iran, très solide dans son soutien au régime syrien, on n'a pas constaté une telle solidité, ni sur le plan interne, ni sur le plan opérationnel de la part des Turcs. Et pour cela, Erdogan, qui voulait changer le régime syrien, il commençait à craindre pour sa propre stabilité, avec les problèmes surtout des Kurdes à l'intérieur, son opposition. Et pour cela, cette affaire de lobby sur les civils a été la goutte qui se déborde de verre. Et pour cela, il a riposté vite, mais pas au-delà de la riposte. Je pense que tout ce tollé médiatique autour de l'OTAN, autour des pressions, car il y a quand même des paramètres dans l'affaire syrienne. Tout de suite, l'Iran a envoyé son vice-président en Turquie pour calmer les jeux. Mais en même temps, il y a des troupes iraniennes massées sur la frontière avec la Turquie. Tout de suite, la Russie a pesé de tout son poids pour que Damas présente des excuses. Voilà, M. Assad, il s'incline devant les Israéliens. Il n'ose pas se défendre lorsqu'Israël bombarde son réacteur nucléaire, lorsqu'Israël bombarde Damas, mais devant son peuple, il ne s'incline pas. Il continue à détruire, à massacrer son peuple à l'envi devant la Turquie. Assad s'incline, présente des excuses. Pourquoi les Russes ont fait ça? Pour éviter un affrontement. Lorsque Laurent Fabius parle des risques pour la paix mondiale, c'est juste. Car si les troupes turques s'aventurent, peut-être les Iraniens ou les Russes n'acceptent pas. On est dans un cas où la Syrie s'est transformée en un champ de bataille régional et international. On a l'odeur, le parfum d'une nouvelle guerre froide qui se déroule réellement sur le territoire syrien. Pascal Boniface qui nous a rejoint, est-ce qu'il y a un risque selon vous de conflit régional? C'est quand même ce que l'on craint depuis cette crise syrienne qui a démarré il y a 1 an et demi. Par définition, on ne peut pas l'écarter totalement parce qu'il y a des situations où les choses dérapent et où les acteurs sont entraînés contre leur gré dans un conflit. Ils voulaient faire de la provocation et c'est un conflit qui survient. Mais si on regarde l'intérêt de chacun des deux acteurs, les Turcs d'un côté, les Syriens de l'autre, aucun intérêt au conflit. Les Syriens n'ont bien sûr pas intérêt à un conflit avec les Turcs, membres de l'OTAN. L'article 5 de l'OTAN jouerait. Et là, ça serait une sorte de feu vert pour une intervention qu'ils ne souhaitent pas et que les autres occidentaux ne souhaitent pas pour l'instant. Donc la Syrie n'a pas intérêt à un affrontement avec la Turquie, ne serait-ce que parce que la Turquie est membre de l'OTAN et qu'il y aurait une solidarité automatique de par l'article 5, notamment des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Mais du côté turc, ils n'ont pas non plus envie ni intérêt de mettre le pied. Ils subissent effectivement, comme monsieur l'a dit, le poids de la guerre civile par l'accueil des réfugiés qui n'est pas compensé par une aide, mais de même qu'auparavant, les Syriens recevaient les réfugiés d'Irak sans avoir une compensation. Donc ils ont déjà cela. Ils n'ont pas un intérêt à se lancer dans un affrontement avec la Syrie parce que, même si elle est affaiblie, l'armée syrienne, d'ailleurs, l'avion abattu l'a montré, les défenses antiaériennes syriennes sont encore solides et l'armée syrienne est encore solide et donc la Turquie paierait un prix lourd. Donc aucun des deux acteurs n'a intérêt au conflit. On est plutôt là dans retenez-moi ou je fais un malheur, dans la provocation. Malheureusement, il y a eu des cas historiques où les provocations ont dérapé. On n'en est pas là. Et d'ailleurs, par rapport aux très fortes inquiétudes que nous avons tous eues hier, on voit que pour l'instant, les uns et les autres cherchent à calmer le jeu et à trouver une porte de sortie honorable dans laquelle personne n'est humilié et dans lequel chacun garde cela. Mais comme monsieur l'a dit, le problème, c'est que ce risque de dérapage, de bombardement accidentel ou non, risque de se multiplier parce que la situation en Syrie devient de moins en moins contrôlable et contrôlée. Et que donc on est peut-être devant la répétition de ce type d'actes malheureux.
Haitham Mana, je le disais, vous êtes syrien, vous n'êtes donc pas membre du CNS, vous. Quelle est votre position par rapport aux Turcs? Est-ce que vous remerciez les Turcs aujourd'hui d'aider justement ces Syriens dont parlait Pascal Boniface? Ils sont 100 000 réfugiés aujourd'hui en Turquie. Vous remerciez la Turquie d'aider l'ASL, l'armée syrienne libre. Quelle est votre position à vous par rapport à la Turquie? Je crois que la Turquie a choisi la partialité à l'égard de l'opposition syrienne. Il a soutenu surtout les islamistes. Et le résultat, on a maintenant des groupes islamistes sur place bien armés. Leur armement est meilleur que les autres. Et ils ont laissé passer aussi les djihadistes étrangers. Et nous, on paye les frais. Tous les laïcs syriens, tous les groupes démocrates syriens sont devenus, d'une façon ou d'une autre, les otages, surtout dans la ville d'Alep, par exemple, où la barbarie se détruit des deux côtés. Il y a deux barbares à Alep. Il y a les unités de l'armée officielle, et il y a ce qu'on peut appeler les militaires qui viennent d'ailleurs, et qui sont parfois syriens. Des étrangers, vous voulez dire? Des étrangers, des étrangers et des islamistes. J'espère, c'est ce que je... Mais on ne peut pas tout demander à Dieu. Je crois que malheureusement, on a plus d'1 millier, au moins à Alep. Mais dans le pays, on a beaucoup plus. Et malheureusement, on ne prend pas ça au sérieux. Et c'est les forces démocratiques qui payent les frais. C'est pour ça, moi, je dis que les Turcs sont très imprudents. Ils n'ont pas réussi l'unification de ce qu'on appelle l'armée libre. Ils n'ont pas réussi à mettre sur place un état-major composé essentiellement de généraux et pas de volontaires islamistes. Et ils n'ont pas réussi non plus de contrôler les frontières dans le passage des djihadistes étrangers. Ali Kassentigil, ils sont imprudents, les Turcs, c'est ce que dit Haitham Mana, qui ne sont pas arrivés justement à unifier l'opposition. Oui, c'est possible, mais... Et surtout les islamistes, qui laissent donc passer les islamistes, les djihadistes. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. On ne peut pas les voir comme des sauveurs, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui aident justement l'armée syrienne libre, je ne sais pas si les Turcs laissent passer les djihadistes de façon organisée, mais c'est comme vous avez dit, c'est une frontière de 850 km, c'est difficile à contrôler. Et moi j'ai entendu même sur votre chaîne d'ailleurs des voix de djihadistes turcs, parce que je connais l'accent turc et c'était pas des étrangers qui parlaient le turc, c'est des Turcs. Il y a aussi des djihadistes turcs là-bas. Bon, il est difficile d'empêcher ça. En même temps, la Turquie a fait beaucoup d'efforts pour accueillir le CNS, l'armée libre, pour créer donc une unité dans ces groupes. Mais vous savez bien que ce n'est pas possible. Je veux dire, ce n'est pas la Turquie qui les divise. Ils sont divisés. Il y a les laïcs, il y a les islamistes, il y a des gens qui sont de différents bords, de différentes ethnies, etc. Bon, on n'arrive pas à aller... C'est l'un des drames de la Syrie, c'est que l'opposition n'arrive pas à s'unir. Et dans des situations de chaos de ce type, ce sont évidemment les gens d'Al-Qaïda, les islamistes, les barbares, comme vous dites, qui ont la main sur les choses. Et peut-être que la Turquie les a aidés, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations là-dessus. Il y a des djihadistes qui se sont infiltrés et c'est finalement, Assad a finalement gagné parce que c'est ce qu'il dénonce et il y est parvenu. C'est le scénario qu'il a imaginé et qui s'est réalisé. Est-ce que la Turquie les a passés volontairement? C'est difficile à dire. Ce n'est pas l'intérêt de la Turquie, n'est pas d'avoir un État djihadiste à ses frontières, ni d'avoir une guerre civile permanente. Maintenant, est-ce que la Turquie peut contrôler entièrement ses frontières? Non, c'est paraît plus compliqué. Et effectivement, comme vous le dites, l'une des difficultés, c'est le manque de structuration de l'opposition syrienne. François Hollande a tendu une perche dans le discours de l'ambassadeur fin août, puis à l'ONU, en disant que s'il y avait un gouvernement provisoire syrien, la France pourrait le reconnaître, qui pourrait déclencher une aide supplémentaire de façon plus légitime que par rapport à une opposition fractionnée. Et malheureusement, et en même temps, c'est difficile de faire autrement, mais
l'opposition syrienne est très diverse parce que ce qui la réunit, c'est l'opposition à Assad. Et il y a des difficultés, et plus à s'unir et à se donner une représentation commune avec une répartition des positions, etc. Et puis plus le conflit dure, plus cela devient difficile. Ça, c'est effectivement, finalement, quelque chose sur lequel Assad comptait et qu'il a obtenu. Écoutez, Assad, il a réussi exactement la militarisation de ces conflits. Il a fait tout pour militariser ces conflits. Lui-même, il a reconnu que cette intifada, cette contestation restait pacifique jusqu'à août 2011. Et puis, on a commencé avec les dérapages. Maintenant, les responsabilités. Si on va faire les partages des responsabilités, il faut voir l'autre côté. L'autre côté, l'ampleur de l'engagement russe aux côtés du régime, l'ampleur du point de vue armement, l'ampleur politique, ce qui n'a pas été attendu, et l'ampleur iranienne. Avant-hier, on a constaté que un des grands cadres de Hezbollah libanais a été tué dans la région de Homs, frontalière avec le Liban. Donc, il y a un engagement de l'autre côté. Les otages iraniens pris près de Damas n'étaient pas des retraités de Pasdaran, étaient membres de... Donc, des deux côtés, il y a ces dérapages. Donc, des deux côtés, il y a un engagement. Il y a un clivage régional qui s'interprète sur le territoire syrien. Et je pense l'affaire de PKK avec la Turquie peut-être a laissé infiltrer quelques djihadistes, dizaines, centaines. C'est aussi pour l'affaire de PKK qui représente aussi une inquiétude spéciale pour la Turquie. Donc tout le monde est maintenant entraîné dans l'engrenage, tout le monde est allé très loin, tout le monde a élevé son plafond. Maintenant, la réalité est plus dure, la réalité syrienne. Il faut un autre langage. Il faut que tout le monde révise ses positions. Mais avant tout, il faut voir les choses. S'il n'y avait pas cet engagement russe et iranien très ferme auprès du régime, on n'est pas là. Il n'y a pas eu les fautes des autres. Aïtam El, vous pouvez réagir à ce que vient de dire Qatar Abou Diab, c'est-à-dire finalement de cette guerre froide aujourd'hui, où on a d'un côté les Russes et l'Iran qui soutiennent le gouvernement syrien, et puis de l'autre côté la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite qui soutiennent les insurgés. Parce que vous êtes vraiment pour un dialogue encore avec les Russes. Oui, je viens de voir aujourd'hui l'équipe de l'ambassade de la Russie ce matin. Et c'est normal. C'est normal. Notre politique consiste à ne pas entrer dans une alliance contre un autre. Et quand Qatar parle de la Russie et de l'Iran, j'aimerais bien l'entendre parler de Qatar, de l'Arabie saoudite, de la France et de la Turquie. Parce que sur les frontières turques, on a des bureaux où on prend les passeports tunisiens, les passeports algériens, les passeports libyens, les passeports égyptiens, et on donne des faux papiers syriens à des étrangers. Oui, on a des preuves de tout ça. Pour faire rentrer les étrangers. Il n'y a pas de frontière commune entre la Libye et la Syrie. On sait que la Turquie facilite tout ça. Alors, moi, je dis une chose. Arrêtez cette sale guerre chez nous. Arrêtez tous. Nous ne voulons pas de guerre. On a voulu une révolution pour la démocratie. Et une révolution pacifiste. Et maintenant, nous sommes avec les seigneurs de guerre qui s'achètent et qui se vendent sur le marché. On peut les acheter. Moi, je peux acheter, si vous voulez, un groupe si j'ai de l'argent. Et demain, un autre peut racheter le même groupe. Et on est à ce niveau-là de conflit. Il n'y a plus de principe. On est entré dans une sale guerre où la destruction est l'essentiel des résultats. Et il n'y aura pas de vainqueur en Syrie. Ils sont tous vaincus parce que ce n'est pas une guerre pour des principes ou des valeurs. Ce n'est plus le cas. Et quand on n'a pas de valeurs ou un programme politique et une guerre pour la guerre, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y aura pas de vainqueur. Il y a la destruction totale de la Syrie. Et c'est ce qu'on voit à Alep aujourd'hui et ça peut être généralisé pour l'ensemble de la Syrie. J'ai dit ça avant qu'il entre à Alep. J'ai dit Alep, on va perdre Alep avec ces fous-là qui vient avec un drapeau d'Al-Qaïda et un drapeau de mandat français. Les fous, il y en a aussi du côté du régime syrien qui détruit, qui bombarde tous les jours. La folie de régime, on combat. La folie du régime aussi. La folie de régime depuis 40 ans.
C'est pas d'hier qu'on a découvert que c'est un régime dictatorial. On va faire une pause et on se retrouve dans un instant. On parlera peut-être d'une intervention militaire, peut-être de l'OTAN, même si je suis certaine, à propos, vous allez me dire que c'est en tout cas pas à l'ordre du jour. À tout de suite.